Salut tout le monde, bienvenue à un épisode Curieux Rivard. Yes! Yes! Curieux Rivard. Vous êtes nombreux à m'en parler, à me demander des nouveaux épisodes et je suis très content de vous en présenter un nouveau. Curieux Rivard, Maître Brasseur. Les brasseurs du moulin m'ont approché puis m'ont dit on aimerait ça faire un Curieux Rivard avec toi. Puis j'ai fait comme hey, n'importe quand pour vrai. Moi je bois pas d'alcool évidemment. On peut-tu le faire sur la bière? Puis est-ce que je pourrais recevoir dans le fond un maître brasseur, le propriétaire, et un autre maître brasseur, mais je pense qu'ils appellent ça assistant, mais comme on l'explique dans l'épisode, tout le monde fait tout là. Et ils m'ont expliqué comment on fabrique la bière. J'avais plein de questions et ils ont été merveilleux. Donc je suis très content du résultat. J'espère que vous allez aimer ça. C'est dans la lignée des Curieux Rivards que vous connaissez déjà. Donc c'est juste une série de podcasts sous la bannière du Carré de Sable, mais qui est axé plus sur l'apprentissage. Donc, je prends des gens dans un domaine que je connais pas, qui ont un champ d'expertise, et je fais juste poser des questions le plus possible. Et je pose des questions aussi que je vous ai demandé de me poser sur Patreon. Donc, si tu as accès au Patreon, si tu es membre Patreon, c'est un autre des avantages d'être membre, en fait. C'est que tu peux poser des questions à l'avance pour les invités de Curieux Rivard que je vais recevoir. D'ailleurs, j'en ai un qui s'en vient sur la nutrition, et j'ai plein d'autres curieux comme ça. Je vous ai écouté, là, je travaille fort là-dessus pour réussir à en faire de plus en plus. Donc, soyez à l'affût. Il y a d'autres Curieux Rivards qui s'en viennent. C'était très cool. J'étais au festival Comédia il y a pas longtemps et je marchais avec mon père, Jean Rivard, qui a fait le Curieux Rivard Chimie alimentaire. Et il y a plein de gens qui ont reconnu mon père, qui ont fait « Hey, salut, comment ça va? Hey, c'est le monsieur de Curieux Rivard. » J'ai trouvé ça vraiment cool parce que mon père fait pas ça dans la vie, tu sais. Fait que je trouvais ça le fun parce qu'il était content. Puis vous étiez gentils dans vos commentaires et ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'effectivement, mon père a été super bon avec Hélène Thibouta qui était excellente aussi. Mais c'est juste que je me promène pas avec Hélène, fait que je l'ai pas remarqué. Je me promène avec mon père. Sur ce, merci de continuer d'écouter le Carré de Sable. Merci de contribuer. Si tu veux t'abonner à la page YouTube, là, clique en dessous, subscribe, toutes ces affaires-là, les pages Facebook, les pages YouTube, ça m'aide au bout. Viens me voir en spectacle si tu veux me supporter, ça m'aide beaucoup aussi. Le 13 septembre prochain, je suis à Saint-Romuald, à Québec, dans le coin, pas à Québec, mais à côté de Québec. Si t'es à Québec et tu t'attends que je vienne voir le show, que je vienne faire le show, pardon, dans le coin de Québec, j'irai pas. Parce que j'aime pas ça. C'est pas vrai. Non, si t'es à Québec puis t'attends que je vienne faire un show à Québec, tu vas attendre un petit peu plus longtemps parce que pour des questions de logistique, j'ai de la misère à booker une date. Mon horaire commence à être vraiment chargé. Saint-Romuald, c'est la date la plus proche et la plus susceptible pour toi de voir le show dans des belles conditions. Fait que si tu veux pas rater ça, c'est une très bonne idée de pas le faire. Et ça se passe à Saint-Romuald le 13 septembre. Traverse. Fais du covoiturage. Hein? Même s'il n'y a pas de troisième lien, là. Prends un char, full des amis dedans qui aimeraient mon spectacle et venez voir mon spectacle à Saint-Romuald. C'est vraiment des belles conditions. C'est une belle salle, donc je pense que c'est winner pour tout le monde, puis c'est vraiment à côté de Québec, fait que si ça te tente de venir, t'es le bienvenu. Sinon, je m'en vais à l'Abitibi en novembre, 1-2 novembre, je m'en vais le 8 à Rivière-du-Loup, et on travaille sur d'autres dates en ce moment que je vais annoncer au fil du temps. Mais avant tout ça, Curieux Rivard, Maître Brasseur, grâce aussi à des brasseurs du moulin qui ont acheté un épisode, et je suis très fier de le dire que j'ai vendu un épisode de Curieux Rivard parce que ça veut dire que le podcast commence à bien aller et que les gens s'y intéressent. Donc s'il y a des gens qui veulent acheter les épisodes et tout ça, c'est faisable. Vous pouvez nous contacter et on va patenter quelque chose, on va trouver une façon de le faire et de continuer d'agrandir mon Carré de Sable qui est de plus en plus le fun grâce à vous et grâce à tout ça et au Patreon et blablabla. Et je dis blablabla parce que je sais que genre, je m'emballe, mais bref, c'est ça. Je suis bien heureux de cet épisode-là, puis amusez-vous, j'espère que vous allez triper. Salut! On va commencer ça, les gars. Parfait. Pascal? Ouais. Dupont? Ouais. Enchanté. Ouais. Enchanté. Serre à la main. Charles Monahan? Ouais. Enchanté, Charles Monahan. Brasseur du Moulin, spécial, en fait, Curieux Rivard, spécial, maître brasseur. Et là, on va commencer par la base. Peux-tu nous expliquer, Brasseur du Moulin, comment ça a commencé, ça? Ben dans le fond, ça commence assez... Il y a quand même un petit bout, là. C'était un projet embryonnaire que je parlais, dans le fond, avec un ami, là, que moi, je travaillais en génie mécanique. Je brassais de la bière les fins de semaine chez nous. Je tripais dans le côté bière. T'as un background en génie mécanique? Ouais. Ok, fait que t'as fait tes études. Puis... Ouais, j'ai fait une technique en conception de pièces d'avion, dans le fond. Ok, c'est bien cool. Puis je travaillais, dans le fond, en génie mécanique.
Mais, tu sais, je brassais la bière, je tripais là-dedans. Puis, il y a un de mes bons amis, David Lamoureux, dans le fond, qui aujourd'hui est mon partenaire. Lui, il travaillait en finance, fait une maîtrise en finance, tout le côté financier. Moi, j'ai jamais caché que je voulais, tu sais, comme mon grand rêve, comme n'importe qui brasse de la bière, c'était d'avoir une micro. Puis lui, il travaillait en finance, il a réalisé qu'une job de bureau en arrière d'un ordi, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, un peu mollo. Il avait fait le tour un peu. Puis là, il se disait, j'aimerais ça, tu sais, partir quelque chose. Puis c'est un triple de bière, il adore la bière, mais il connaît aucunement tout le côté production, puis comment faire la bière. Fait que vous êtes associés ensemble. On parle un soir, puis il est comme, ouais, tu pars-tu de quoi? Fait que là, c'est même sa partie. Fait que t'as parti Brasseur du Moulin, et ça fait combien de temps? C'est 2015, c'est ça? Juin 2015. Puis là, t'es-tu heureux d'où est-ce que c'est 4 ans après? Ah, clairement. Ça va super bien. Super belle place, la clientèle répond bien. On est sur une pente ascendante. C'est une belle place aussi. Là. Moi, j'ai fait des soirées d'humour là-bas souvent à travers les années. Puis il y a c'est une très belle place. Je sais que les bières sont bonnes parce que les gens me le disent. Moi, comme je disais avant l'épisode, je bois pas d'alcool. Ça fait partie de ma vie de plus boire. Par contre, je suis bien passionné par tout ça quand même. Fait que j'ai plein de questions. Fait que j'ai eu peur quand je vous ai annoncé ça. Ah non, il boit pas. Non, c'est pas, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est que j'aime tellement ça que je peux plus en boire. C'est juste comme ça qu'il faut le voir. Mais j'étais très, très, très content de vous recevoir. Fait que dans le fond, toi, t'es maître brasseur. Pour Brasseur du Moulin. Et Charles est copropriétaire. Et Charles, à ce moment-là, t'es assistant, tu l'assistes? Oui. Ou t'es maître brasseur aussi? Comment ça fonctionne, ça? Parce que moi, le but de Curieux Rivard, pour moi, c'est d'apprendre sur des domaines que je connais pas. Puis brasser de la bière, honnêtement, j'ai brassé 4 batchs il y a 10-15 ans, quand je buvais encore. Puis c'est tout ce que je me souviens. Fait que là, je pars de zéro. Puis ce que je veux faire avec ces épisodes-là, c'est justement en apprendre le plus possible aux gens comme moi, que ce soit une introduction à ce monde-là qui fascine plein de gens. La même passion qui a fait que tu as décidé de démarrer la compagnie puis de partir les Brasseurs du Moulin, ben il y en a plein qui l'ont mais qui n'ont pas eu connaissance. Fait que moi je me dis, on peut-tu diffuser le plus possible de... J'invite des gens passionnés pour me parler des choses qui les passionnent, puis ça fait des épisodes de fun. Fait que... Moi, dans le fond, avant qu'il explique exactement son cheminement, je tiens à dire, il travaille plus dans Brasseur que moi. OK. Fait que... non, mais c'est bon, j'aime pas dire, je suis maître brasseur, c'est mon assistant. Justement, je pense qu'on est 2 brasseurs. OK, cool. Parce que, oui, j'ai le droit de veto. Ça cacherait pas. Mais... J'ai pas encore de part dans l'entreprise. Mais, tu sais, moi, j'ai plein d'autres tâches connexes qui sont en lien avec la business. Ça fait que, ultimement, dans la brasserie, on travaille autant, puis c'est plus... Tout le monde travaille ensemble. Ça devient un truc d'équipe aussi. Ouais, là. Exactement. Ben, c'est un peu comme ingénieur. Je sais pas, moi, mes amis ingénieurs me disent tout ça. Ils tripaient sur faire le truc, puis quand ils deviennent ingénieurs, ils viennent à gérer des projets, puis ils ont moins les mains dedans. Genre. Fait que plus t'es plus c'est ton affaire, éventuellement, tu finis par devoir te mettre un petit peu les mains partout, puis déléguer, faire confiance à des gens comme Charles. Fait que dans le fond, avez-vous la même formation? Est-ce que c'est une formation unique pour devenir maître brasseur? Comment ça fonctionne? Ben, quand j'ai commencé à m'intéresser, les formations étaient très, très rares au Québec. En fait, moi, j'en ai juste vu une au laboratoire Masca à Saint-Hyacinthe. Formation intensive sur une semaine avec Michel Gauthier et Thierry Gautrin. Mais là, je sais qu'aujourd'hui, depuis 3-4 ans, là, il y a des cégeps, des instituts qui donnent plus des formations complètes là, sur plusieurs années. Des techniques, techniques en brasserie. Fait que moi j'ai fait cette formation-là, mais c'est sûr que comme la majorité des brasseurs au Québec, c'est l'expérience faite à force de brasser à la maison, à lire des livres puis à faire des essais-erreurs. C'est ça, là, parce qu'on est vraiment dans... on n'est pas... Est-ce qu'on est au début? On est-tu au début encore de cette industrie-là, même si ça fait quand même un bon moment, là, mais tu sais... Mettons que ça fait 15-20 ans que le monde brasse un peu plus chez eux. J'ai l'impression que moi, j'en entends peut-être un peu plus parler. Peut-être que vous me corrigez moi si je me trompe. Là. Au Québec, on est un peu en retard. Je veux pas. Il y a des microbrasseries qui sont là depuis vraiment longtemps. Là, quand on parle de Dieu du ciel, Bill Boquet, même Unibrou, en tout cas, c'est plus vraiment une micro. Là, mais c'est toutes des... par rapport à ça toutes des compagnies qui sont là depuis des années. Eux autres, ils ont vraiment été là au commencement où est-ce que même la matière première, il fallait qu'eux-mêmes l'importent. Mettons, ils veulent un houblon allemand, mais là, il fallait qu'il y ait des contacts en Allemagne pour se faire envoyer le houblon parce qu'il n'y avait pas de distributeur ici au Québec. Il fallait qu'ils démarchent chaque truc. Eux autres, ils ont vraiment fait les premiers pas
pour arriver à avoir ce qu'on a aujourd'hui. Okay. Nous, on se cachera pas que je suis pas là à contacter des fournisseurs dans d'autres continents pour avoir une matière première. Il y a déjà plein de distributeurs dans le fond, au Québec qui les distribuent et qui les font venir. Tu bénéficies de ceux qui ont défriché. Oui, exactement. C'est cool, tant mieux. Là. Donc, je pense que où est-ce qu'on est dans la courbe, clairement que le début est tout fait. Là, veux pas, ça explose depuis quelques années. Là. C'est ce qui permet, je pense, à plein de gens de pouvoir se lancer, j'imagine, c'est de réduire les coûts de production par rapport à ça ou les coûts de mise en place de ces structures-là, parce que ça doit être beaucoup d'argent pour démarcher ça. Là, puis juste, il faut que tu investisses beaucoup en R&D avant même d'avoir tes affaires. Là. Fait que tant mieux si ça peut créer un boom. Mais mon point, c'était ma question était par rapport aux formations scolaire, est-ce que ça aussi on sent qu'il y a un intérêt puis que ça grossit puis ça foisonne de plus en plus? Ouais, ben je pense que tout le monde prend un peu la balle au bon. Dans le fond, il y a eu le boom des microbrasseries là, où est-ce que ça s'est mis à ouvrir, incluant nous, dans le fond, là, que on s'est mis à en voir apparaître un peu partout. Tu dirais que ça se situe à peu près autour de quand ce boom-là? À partir de 2011 peut-être, là, okay. 2010, 2011, 2012, là, hein. Okay. Que ça a vraiment commencé à vraiment les formations, d'être du simple au double. Puis c'est là que toutes les écoles ils sont mis à mettre l'épaule à la roue puis à ouvrir des formations parce qu'ils ont vu le potentiel puis ils ont vu que il y a une centaine de microbrasseries qui ouvrent. Ouais. Il n'y a pas vraiment de cours. Il y en a qui existent un peu comme Charles parlait à Saint-Hyacinthe, mais c'était vraiment... exact. Fait que c'est vraiment sur le terrain. Est-ce que tu peux porter le titre de maître brasseur sans avoir fait une école qui est... Est-ce qu'il y a un ordre professionnel? Je sais pas comment ça fonctionne en fait. Là. Ben, moi, pour moi, un maître brasseur, pour se faire appeler maître brasseur, doit avoir une maîtrise. J'aime pas ça dire, mais maître brasseur, si t'as pas ta maîtrise, mais au Québec, elle se donne pas encore. Fait qu'il faut aller aux États-Unis ou en Europe. C'est quoi le plus haut niveau, mettons, d'éducation c'est ça, c'est la maîtrise. Mais au Québec aussi? Non. C'est ça, ça se donne pas. Donc au Québec, ce serait le... Mais il y en a des microbrasseurs au Québec qui vont aller chercher leur maîtrise ailleurs, aux États-Unis ou en Europe. Puis ils ont fait leur bac en quoi exactement à ce moment-là? C'est de la microbio? Je sais qu'il y a une formation qui se donne à Québec de sciences, technologies agroalimentaires. Ça se donne à l'ITA aussi au niveau collégial. Ils doivent aborder des trucs comme ça, mais je pense que c'est une facette de toute l'industrie alimentaire, donc les programmes spécifiques. Est-ce qu'il y a une place au Québec? Genre, est-ce qu'il y a... je vais reposer ma question différemment. Est-ce qu'il y a différentes écoles de pensée par rapport à comment on brasse la bière, ce qui fait que des formations scolaires, ben, tu sais, il y a différentes personnes qui sont comme, ben, nous autres, on pense plus comme ça, on pense plus comme ça. Ou ça revient tout à juste la science bien basique de, ben écoute, c'est ça, c'est le levure, c'est fermentation. Ouais. Ben, il n'y a pas vraiment de limite. Là. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a différents types de brasseurs et de microbrasseries. Okay. Tu en as qui vont essayer d'être avant-gardistes puis essayer des affaires que personne d'autre a essayé. Donc là, tu sais, mettons, si t'as un cours en agroalimentaire ou des affaires d'amalgame de saveurs, puis tout ce côté-là, ben là, ça peut être intéressant. Mais si tu veux plus faire des produits de base, mais faire la meilleure qualité dans cette sorte de bière-là, ben là, sûrement qu'un cours de chimie serait mieux. Qu'est-ce que tu qualifierais d'un produit, mettons, plus de base, des bières plus simples, si on veut, à produire? Ce serait quoi? Comment des bières qui selon moi, qui vont dans un style préétabli. Donc, la fameuse BJCQ, CP, en fait, le Beer Certification Program, quelque chose, là, qui est, en fond, qui disent vraiment, ben là, si tu veux faire une Pilsner, faut que la couleur soit en temps pis temps. Faut que le IBU soit dans ce range-là. Faut que la gazification soit à tant de degrés, puis tout ça. Fait que ça, c'est toutes les normes à respecter pour avoir une bière qui est catégorisée comme étant... C'est ça. C'est quoi les catégories, mettons, qu'on... roughly, là... C'est quand t'étais la Pilsner, t'as les blondes. Il y en a plusieurs. Ok, il y en a. La catégorie américaine doit en avoir une trentaine, après européenne. Ok. Belge, une centaine de catégories faciles. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est pas genre 5 grandes familles de. Non, exact. Puis nous, au Québec, ce qui est le fun, c'est que vu qu'on n'a pas de tradition brassicole,
Donc, on n'a pas comme en Allemagne qui, eux, ça prend une Pilsner. OK. Les brasseurs, ils vont mélanger les styles. Ils vont mélanger la Pilsner allemande avec l'IPA américaine, puis là, ils vont l'appeler la Pilsner royale. Donc là, ça va être une blonde lagerisée houblonnée à l'américaine, donc ce qui est vraiment pas dans un style préétabli. Okay. Mais c'est ce qui fait la beauté de notre Québec, je trouve, c'est vu qu'on n'a pas de contraintes avec notre background, on peut vraiment faire c'est quelque chose que j'avais quoi. entendu par rapport à la cuisine, ça aussi, que on était reconnu au Québec pour ça à cause de la gastronomie, c'est qu'on n'a pas... Si tu vas dans d'autres pays, il y a des traditions, il y a des trucs qui font que non, ça se fait comme ça puis comme ça, mais ici, on a comme pas tant d'histoire ou trop de... Fait qu'on peut juste... On mélange des affaires que c'est un blasphème à quelque part d'autre, puis ça donne quelque chose de super le fun, mais que les gens prenaient même pas le risque de faire juste parce que... Ouais. Est-ce que vous faites des expériences que vous sortez jamais? Genre des expériences vraiment comme... On essaie de quoi de vraiment péter, puis c'est purement l'étape de on veut voir si ça fonctionne. Là. Oui pis non. Okay. Là, je te dirais que faire de quoi de complètement péter, genre tu sais pas si ça va marcher, là, ben là, faut que t'aies quand même loin, parce que je veux pas, je compare souvent faire de la bière à de la pâtisserie, comme faire un gâteau. Tu sais, faire un gâteau assez pété que tu sais même pas si ça va donner un gâteau. Ouais. T'es putain dans le gâteau. Ouais, c'est ça, ok. Fait que... Mais ça dépend, mais... jusqu'où tu peux prendre des risques dans la production d'une bière? Tu me dis, tu peux changer les ingrédients qu'il y a dedans. C'est quoi? Tu substitues les arômes, les trucs pour faire fermenter? C'est quoi avec quoi tu joues pour essayer de créer un nouveau produit intéressant? Ben, tu sais, dans le fond, t'as tous les ingrédients de base, là, donc l'eau, la céréale, le houblon, la levure, que là, dans chacune de ces catégories-là, tu peux aller jouer dedans. Tu peux modifier le pH de ton eau, tu peux rajouter des minéraux, tu peux modifier ton eau de base. Si tu modifies ton eau, ça influence ta bière? produit fini. Ouais. Ok, ça c'est intéressant, je serais curieux de... J'aime ça, je dis souvent ça quand je fais des visites là, au pub, le monde qui vient visiter la brasserie. Tu utilises une seule sorte de malt, un malt pâle, avec un houblon discret. Ok. Tu fais fermenter avec 3 levures différentes. Tu sépares ta batch en 3. Tu vas avoir 3 bières complètement différentes. OK. Puis encore, on peut même pousser plus loin que ça. Tu utilises le même malt, un malt de pâle de base, un houblon assez discret, une levure allemande. Mettons que tu fais fermenter une batch à 18, une batch à 20 degrés Celsius, puis une batch à 22. Tu vas avoir 3 profils différents là, de bière. Ah, c'est vraiment... Il y a tellement de paramètres. Là, ouais. Puis une fois que tu l'as, il faut que tu reproduises toujours exactement les mêmes paramètres. C'est ça le plus dur. Puis quand on parlait de l'eau, souvent les abbayes en Belgique qui brassent avec l'eau du puits de l'abbaye qui a déjà un goût, puis que tu peux pas vraiment reproduire cette bière-là ailleurs parce qu'il te faut l'eau qui est là, sur place. OK. Ça va jusque-là, c'est ça? Ben, c'est pour ça qu'aussi en Allemagne, ils brassent les Pilsner, parce que les Pilsner ont besoin d'une eau plus douce. Eux, ils ont une eau qui est naturellement avec pas beaucoup de minéraux. Tandis qu'en Angleterre, ils ont un sol plus rocailleux. Donc, il va y avoir une eau plus dure. Donc, c'est pour ça qu'ils vont faire plus des bières rousses, des stouts. Donc, c'est des styles qui demandent plus de minéraux. Fait qu'eux, c'est naturel. Wow. Ils vont avec l'eau qu'ils ont. Puis au Québec, l'eau qu'on a, est-ce qu'elle est reconnue pour... Est-ce qu'elle a des qualités particulières pour un certain type de bière? Non, on est pas mal dans la moyenne. Ben, ça dépend du coin du Québec, dans le fond. Okay. Nous, dans la vallée du Richelieu, on a une eau qui est pas trop dure. Donc, qui nous permet de faire n'importe quel style de bière parce que c'est plus facile d'ajouter des minéraux que de les enlever. Mais c'est plus qu'on va vers la côte nord, là, c'est un eau qui est plus dur. Donc c'est moins versatile. Ouais, exact. Il y a une brasserie qui joue là-dessus sur leur eau, là, c'est le Mons, je pense. En tout cas, ils utilisent l'eau des esquerres. L'eau, c'est l'eau naturellement filtrée, l'eau la mieux naturellement filtrée du monde. OK. Puis eux, c'est leur marketing. Ouais, ils font ça avec ça. Puis d'un point de vue, selon votre point de vue à vous, est-ce que c'est quelque chose que ça fait vraiment une différence ou tout le monde peut se rendre à ce niveau-là d'un point de vue? Là, ça a été fait naturellement, mais tu peux filtrer cette eau-là d'une autre manière et arriver au même résultat. Exactement. OK, c'est bon. Ouais, je voulais savoir. Ça veut pas dire que la bière, au final...
va être autant consommable, là, si on peut dire. c'est Ça ça. dépend vraiment de ce que tu recherches. Là. Ouais. Si tu recherches vraiment comme de quoi d'ultra précis, ben, ça peut être un Ça peut bel être ajout, là. intéressant, Ouais, exactement. mais du point de vue de gens qui connaissent vraiment ça, tu fais comme est-ce que c'est plus marketing que réellement genre cool, il y a vraiment un edge au niveau du produit là, au Ouais. niveau de wow, ça fait vraiment une bière différente, ou c'est plus comme ok cool. Il y a des vaches qui ont regardé ton eau c'est pendant sûr 4 que- heures. En général, pas mal toutes les brasseries vont traiter leur eau quand même. Il faut absolument enlever le chlore. Ok. Si tu gardes un eau chlorée, tu essaies de brasser avec ça, ben là ça va tout influencer, puis ça fera pas un bon produit au final. Là. J'aimerais ça, je pense que ça me semble un bon moment pour justement parler du processus. Est-ce que tu peux dans le fond, vous pourriez me faire A à passer au Z, travail. là, ouais. Le A à Z, justement, là, t'as commencé avec l'eau. Je me suis dit, c'est peut-être la première étape, là, j'imagine. Ouais, exactement. Donc, l'eau, mettons les brasseurs du moulin, comment ça fonctionne? C'est sur place? Ouais. C'est brassé sur place. Dans le fond, Ok. on a une petite brasserie de 3 BBL. Là. C'est des Des BBL? beer barrel liquide. Là. C'est une Mais, grosseur ouais, c'est une grosseur, ça donne c'est à un peu près volume, là. 350 litres. Là. Ok. Puis dans le fond, on brasse avec un brew house là, de 350 litres. On a des petits fermenteurs de 350 litres et des Ok. fermenteurs doubles que là, il faut brasser 2 fois dans le fond pour le remplir. Tu peux mettre 2 fois. Tu peux mettre 2 batchs de différentes batchs dans une pour. La Ben, même 2 bière, batchs de la même évidemment, bière, là. là, ouais. La même Je veux dire, bière, tu peux le faire parce que c'est tellement contrôlé que c'est pas grave. Exact. Ça donne exactement le même produit de toute façon. C'est Ouais. ça? Ok, cool. Puis là, dans le fond, tu commences avec une cuve d'eau chaude. Donc, on va, de l'eau traitée. Là, on peut rajouter dépendamment de quelle bière qu'on Ben, brasse. pour on traiter va- l'eau, on mettons, va- commençons par l'eau, justement, ce que tu parlais là. Donc, on va Ouais. enlever le. Nous autres, on a dans Tout le le monde fond doit des- traiter son eau de ben, base. on a des filtres au charbon pour enlever le chlore dans l'eau. Ok. Euh, Ça, c'est un système. C'est quoi? C'est une grosse cuve? C'est comme des filtres au charbon que tu pourrais avoir dans ta maison. Dans Ils sont un juste entrée, un peu plus volumineux. là. Puis vous passez l'eau de. C'est ça, c'est de l'eau, on utilise l'eau froide, ça passe à travers ces filtres-là. On remplit nos cuves, les cuves qui sont capables de chauffer, puis on fait chauffer l'eau comme ça, là, directement. Vous la faites. Ok. Puis combien Ouais. de temps ça prend à filtrer tout ça? C'est juste ça passe au Ah, travers de ça ça? passe au travers direct. That's it, là. ok, cool. Ouais. C'est pas un processus qui est long. Non, Ok, non. cool. Fait que ça, une fois que c'est fait. Là, dans le fond, un coup que tu as de l'eau chaude à température désirée, là, Mhm. là, la température de l'eau, elle peut jouer dépendamment l'étape d'après. Là. Ok. Mais là, on va faire un empâtage, un mash en anglais. Là. C'est là qu'on va mélanger, dans le fond, l'eau chaude puis la céréale. Ok. La température de l'eau, ça peut influer sur le type de bière que tu veux faire, c'est ça? Ouais, exactement. C'est un des trucs que tu dois regarder pour tout dépendant de C'est qu'est-ce ça. que tu fais. Parce que dans le fond, dans la céréale, il y a des enzymes qui travaillent, qui vont transformer l'amidon en sucre. Là. C'est Ok. vraiment le principe de l'empâtage. Certains enzymes vont travailler autour de 63 degrés Celsius, d'autres autour de 72. Donc Ok. ça, c'est vraiment le range qu'on veut avoir pour l'empâtage. Plus 72 degrés, c'est des enzymes qui vont être plus aléatoires, donc qui dégraderont pas l'amidon de manière vraiment parfaite. Fait Ok. qu'on va avoir plus de sucre résiduel Ok. dans la bière au final. Donc plus de sucre complexe que la levure sera pas capable de fermenter. Ok. Puis, tandis que si on est plus à 63 degrés Celsius, là, les enzymes vont travailler plus rigoureusement, puis là, on va avoir moins de sucre résiduel. Donc là, même juste la température de là, on va déjà avoir une idée de comment la bière va avoir du corps à la fin. Là. Ok, Donc fait- plus sucré ou moins sucré. Là, Ok, quand c'est on ça que parlait ça influerait le plus, dans le fond, là. puis quand on parlait de la température de l'eau, c'est que là, nous, dans notre setup, on peut pas réchauffer notre cuve d'empâtage. Mhm. Fait qu'il faut qu'on calcule la température de l'eau versus notre quantité de grain et la température du grain. Ok. Pour Wow. pouvoir calculer, dans le fond, l'échange thermique qui va se passer pour arriver à la bonne température C'est malade. en process. là. Ok, puis ça, ça doit être. Tu dois développer, tu dois sacrer quand tu te trompes avec ces affaires-là. C'est à l'air- juste Ben, ça a l'air- c'est un calcul. Là. C'est, Ouais, mais au début, quand ouais. t'apprends à le faire, Ouais. puis Ouais. tu dois apprendre ça. Quand tu te fais chez vous, pis toutes ces affaires-là, puis que tu calcules. Moi, je me rappelle que je savais pas, là, quand on brassait de la bière, nous autres, c'était une petite queue, pour Ouais, mais juste ça, mettre de c'est- l'eau, puis c'était de l'eau qu'on avait. Je pense que c'était de l'eau distillée qu'on mettait, puis c'était juste comme, faut juste que ça goûte l'alcool à la fin. Faut juste qu'on Ça dépend soit ce que ton but à la fin. Faut tu sais, juste c'est qu'on ça. soit sous. Ça va être correct. Mais c'est vrai. Fait que
Donc, direct à cette étape-là, la température, ça va être plus sucré ou moins sucré. C'est là-dessus que ça va avoir une influence dans la bière ou c'est un des aspects? C'est un des aspects. Ok, donc ça ça affecte tout vu que c'est comme la base du... Puis là, quand on parle de la céréale, c'est là qu'on va jouer avec la couleur de la bière, puis son corps, là, si elle est plus onctueuse ou plus sec. C'est la céréale qui va affecter ça. Ben dans le fond, les céréales, c'est le principe de maltage. Qu'ils vont faire sécher, puis ils vont faire... Ben dans le fond, ils vont arrêter la germination de la céréale à la mi-germination. OK. En la faisant chauffer. Je laisse Charles l'expliquer, mais dans le fond, principe de maltage, il y a peut-être 2 ou 3 microbrasseries sur 200 microbrasseries qui le font. Fait que ça, c'est vraiment un principe qui se fait en dehors de la brasserie. Okay. Donc, comme Pascal disait, ça, ils vont prendre la céréale. Donc, principalement de l'orge, mais ça peut être du blé aussi, du sec, du sarrasin. En fait, toutes les céréales peuvent donner de la bière. Okay. Mais principalement, dans le brassage, on utilise de l'orge. Donc, ça fait que là, on fait germer donc en mouillant carrément la céréale, on la fait germer. Un coup que la pousse commence à sortir, on arrête la germination. Donc là, c'est là que la céréale, là, sa réserve d'amidon le plus grosse. Okay. Donc c'est ça que nous, plus tard, on va transformer en sucre qui va se transformer plus tard en alcool. Okay. Mais là, c'est ça. En faisant sécher, on peut décider de faire sécher à basse température pendant longtemps, ce qui va donner un malt pâle, un malt blond. Donc ça va être vraiment la base de la majorité des recettes. C'est ce qui va donner principalement l'alcool. Mais on peut y aller à plus haute température pendant moins longtemps. Okay. Donc là, ça va caraméliser la céréale. Donc là, dépendamment des degrés puis des temps, on peut aller du orange clair à un brun très foncé. Okay, c'est ça ambré, qui... c'est exactement. ça, les bières rousses, les bières ambrées, les bières brunes. Tout ça, ça va être utilisé pour ça. Puis finalement, on peut carrément les faire torréfier. Okay. Donc là, comme le café. Comme le café. Donc là, à plus de bien, 400 Celsius. Puis là, ça va donner un malt noir. Là. Malt chocolat, malt grillé. Okay. Puis là, c'est ça. C'est dans l'empâtage, l'empâtage, exactement. Le mélange de céréales, ça va être un mélange de tout ça par rapport à la recette qu'on veut faire puis le goût qu'on veut avoir à la fin. On dirait que j'ai envie de préciser à ce moment-là pour les gens qui écoutent peut-être le processus, parce qu'on parle beaucoup de l'amidon qu'on va transformer en sucre qui va finalement faire de l'alcool, mais expliquer pourquoi c'est important, c'est peut-être faire un petit survol rapide de, dans le fond, le processus de la bière, la fermentation. Peux-tu me le faire vite? De ce que je pense, là, il me semble que c'est genre... la fermentation va manger le sucre, va le transformer en alcool et en CO2. Ouais. Exact. Et, mais ça. Je le résume, mais peux-tu me l'expliquer mieux pour que les gens... Non, dans le fond, c'est ça qui est un peu bizarre quand on explique le principe. Parce que là, nous autres, on commence à la base, mais les transformations qui se passent à la base, sert à faire l'alcool qui est juste à la fin. Exactement, c'est pour ça que c'est un peu mélangeant, mais en intéressant gros... de le présenter là pour qu'on comprenne pourquoi on est des céréales à ce point-là, pourquoi c'est important, puis pourquoi est-ce qu'il faut mettre autant de temps sur la température, le type de céréales, pour la coloration, pour l'amidon, pourquoi l'amidon, le sucre. Ben dans le fond, c'est juste que l'amidon dans la céréale, c'est un sucre, mais sa chaîne est trop longue et complexe pour que la levure arrive à le processer. Là, à la manger, pour le transformer en alcool puis en CO2. Fait que là, mais la céréale a déjà un enzyme qui est l'amylase, qui est dans la céréale, qui va défaire l'amidon en chaîne de sucre plus simple, mais ça s'active en contact de l'eau chaude. Fait que là, c'est là que dans le fond, c'est comme l'eau chaude, c'est comme un bol de gruau. Là. Ok, cool. Fait que ça active cette enzyme-là qui, elle, va aider à ce processus-là pour qu'après ça... Qui va, comme dans le fond, dégrader l'amidon, qui va éventuellement être transformé par la levure en alcool. Donc, c'est ça le lien avec la température de l'eau dans le fond. Exactement. Puis l'action de la levure, tu l'as bien résumé, là, c'est ça. Elle se nourrit de sucre, puis elle donne de l'alcool, puis du CO2. Ok. C'est vraiment... Ok, cool, parfait. Ça, j'allais dire en milieu fermé et tout ça, parce que sinon, des fois... Mais ça, c'est plus tard. Ouais, ben ça va être plus tard. Si on fait le processus au complet, on va s'y rendre. C'est ça, j'allais dire. Je viens de tout mélanger la patate. Là. Ok, fait que merci pour la précision. On peut continuer. Fait qu'on a la cuve, on a les céréales qui peuvent donner... Exact. Et après ça, où est-ce que ça passe, dans le fond? Ben ça, dans le fond, on va laisser ça, tremper ça
assez longtemps pour que genre, l'amidon soit tout transformé. Okay. Là, pour faire ça, on retourne à nos cours de secondaire. Où est-ce que là, les noms des cours ont changé. Dans mon temps, c'était comme sciences physiques. Là, mais en secondaire 4, là, tu mettais une goutte d'iode sur une patate, puis ta patate devenait noire. Ça, dans le fond, c'est l'iode qui est normalement orangé. Là, devient noir en présence d'amidon. Okay. Fait que dans le fond, nous autres, on va prendre un micro-échantillon de la cuve d'empâtage. Puis on y met une goutte d'iode, puis on regarde s'il reste de l'amidon ou non, dans le fond. Ce que tu regardes, c'est-tu à quel point la couleur que ça donne pour voir le niveau d'amidon qu'il y a dedans? Comment tu regardes ça? On voit une progression, mais en tant que tel, nous autres, on veut que ça reste orangé. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amidon. Mais veut pas. Quand on la met dedans, ça fait juste devenir grisâtre plutôt que de devenir vraiment noir tout de suite. Tu sais qu'il en reste pas longtemps. Fait que tu refais un test 5 minutes après. Là, nice. Ok, cool. Fait que là, une fois que c'est prêt, ça... là, combien de temps ça peut prendre en fait? Excuse-moi, je vais pas demander, mais est-ce que ça aussi ça fait partie des recettes? Règle du pouce, c'est 1 heure. Mais ça dépend de la céréale que tu utilises. C'est ça. Plus tu vas mettre des céréales de spécialité, plus tu vas mettre des céréales de spécialité, des mâles caramélisés, des mâles torréfiés. Donc ça, c'est toutes des mâles qui n'ont pas d'enzymes en dedans d'eux. Donc plus t'en mets, moins il va y avoir d'enzymes pour transformer le tout. Fait que des bières rousses, les bières noires, des fois ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et quart. Okay. Tandis que si on fait une blonde... il y a des céréales qui ont moins d'enzymes que d'autres? Oui, certains en ont même juste pas. Carrément, à ce moment-là... Comme l'avoine, hein, Pascal? Ouais. L'avoine. On a fait une bière à l'avoine, puis on s'est rendu compte qu'elle avait aucun pouvoir enzymatique. Fait puis qu'on a eu un match de comme 4 heures. Non, quand tu veux faire ça, tu peux acheter l'amylase, l'enzyme, puis la rajouter. Là, on n'en avait pas sous la main. Fait que ça, notre journée a arrêté là. Oh non, c'est le... je comprends très bien. 350 litres au drain. Ça fait mal au cœur. Mais en même temps, ça fait mal au cœur. Quand tu parlais tantôt d'expérience, ça, c'en est une, c'est ça. Ah ouais, ok. Mais au moins tu le sais pour la... Mais sauf que là, tu peux rajouter de l'amylase. Ça, c'est cool, ça, je le savais pas, par exemple. Mais en partant, si tu veux faire une bière justement juste avec des céréales qui n'ont pas d'enzymes, ben t'as pas le choix de la rajouter. Ok, cool. Ah ouais. Puis est-ce qu'on peut faire une bière avec autre chose que des céréales? Ça se fait-tu ou ça doit être la base? Parce que je veux dire, si le but c'est d'avoir du sucre, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser autre chose? Rendu là, ça dépend comment tu définis une bière. Ok, ben c'est ça. Définissons-la dans le fond une bière, s'il vous plaît. Tu pourrais peut-être en faire avec du sucre de table, là, mais en gros, ça va être dégueu. Ok, ça sera pas de la bière, ça va juste être un jus alcoolisé. Fait que la bière est vraiment reliée à la céréale, dans le fond. Ouais, ok, cool, parfait. Il n'y a pas une bière. La céréale et le houblon. Parce que sans houblon, c'est même plus de la bière, c'est rendu une cervoise. Là, mais, une cervoise? Ouais, une gruite. C'est quoi ça? C'est juste des bières sans... les gruites, en fait, c'est on va remplacer le houblon par une plante qui a les mêmes qualités. Donc, qualité amérisant, puis qualité aromatique. Comme ce qui est souvent utilisé, c'est le fameux thé du Labrador. Mais on peut faire ça avec n'importe quelle épice, n'importe quelle... mauvaise herbe là, qui a du goût puis qui a un peu les mêmes caractéristiques que le houblon. Cervoise, ça c'est juste comment ils faisaient la bière au Moyen-Âge. Ils connaissaient pas le houblon. Parce que le houblon, ça a des caractéristiques aussi... c'est un agent de conservation. Ah, ok. Sinon, c'est quoi les autres options pour conserver? Sinon, si c'est pas le houblon, mettons... Est-ce qu'il y a des options, est-ce qu'il y a des alternatives qui sont intéressantes? Ce qu'ils viennent de nommer, il y en a peut-être qu'on connaît pas. Là. Ça reste que notre but, c'est de faire la bière. Faire la bière, c'est ça. Fait que ce serait pas une bière si c'était pas le... Non, okay, cool, parfait. Mais bon, on peut continuer. Ça peut avoir l'air des fois super niaiseux, mais c'est juste parce que... Il y a du monde qui ont aucune notion de rien là. Genre, même moi j'en ai un peu puis des fois je suis comme mélangé. Fait que j'aime ça m'assurer que genre tout le monde est à la même page. Ben justement, on va peut-être pouvoir continuer de procéder. Exactement, ça j'allais dire là. On est rendu on a 20% de fait là, mais inquiète-toi pas, il va. Mais là c'est ça. Fait que là dans le fond, on a notre eau sucrée qui est présentement dans la céréale. Notre but là, ça va être d'aller soutirer juste cette eau sucrée là dans le fond, puis laisser la céréale de côté. Là il y a plein de façons de faire ça, là, dépendamment de tes installations. Là. Nous, chez Brasseur du Moulin, dans le fond, c'est un faux fond. Donc, on a comme un... Dans le fond de notre cuve, on a comme un tamis, si on veut, qui va retenir le grain. On va faire égoutter l'eau par gravité, dans le fond,
par en dessous de la cuve. Là, en général, pendant une dizaine de minutes, on va faire une recirculation. Dans le fond, on va la remettre au-dessus parce que, vu que c'est un faux fond, il y a des particules de grains de céréales qui sont trop petites, qui vont passer au travers du faux fond. Puis notre but, c'est d'avoir un liquide clair. Donc, on va faire tourner ça en circuit fermé. Toutes les particules fines vont se ramasser au-dessus du grain, puis ça va faire comme un lit filtré en naturel. Okay. Quand ils disent une bière qui a été filtrée plusieurs fois, est-ce que c'est ce processus-là dont ils parlent ou c'est autre chose? Non, quand on parle d'une bière filtrée, là, on parle vraiment d'une filtre presse à la fin, là, juste avant l'embouteillage. Fait que ça n'a pas rapport avec ça, parfait. C'est ça, puis il n'y a pas beaucoup de micro... En fait, je pense pas qu'il y ait de microbrasseries qui font. Ok, c'est bon. plus tout ce qui est Molson Labatt qui vont filtrer. C'est un terme que je vois passer souvent. Je me demandais si c'était ce processus-là. Ok. Fait qu'une fois que t'as ton eau sucrée, si on veut. Là, ouais, ben là, dans le fond, un coup qu'on a fini cette recirculation-là, on va prendre cette eau sucrée-là et on va la mettre dans notre bouilloire, dans le fond. Ok. Qui est ultimement une grosse cuve avec des éléments. Pour chauffer l'eau, on a une brasserie 100% électrique, fait que nous autres, c'est des éléments électriques, un peu comme une tank à eau chaude. Là. Puis il y a les autres installations possibles, c'est... tu peux l'avoir au gaz, c'est vraiment gaz naturel propane, ou avoir un boiler, puis un jacket là, de vapeur. Là, je sais pas si y a-tu des tendances, y a-tu des modes ou des... Ça dépend beaucoup de la grosseur de tes installations. Ok, c'est ça. Comme là, vu que nous, ça reste une petite brasserie, là, l'électrique est possible, fait qu'on l'a priorisé, ça évite l'installation de cheminées et de systèmes de chauffage et compagnie. Mais dès qu'on rentre dans du moindrement un peu industriel puis du plus gros volume, c'est de la vapeur. Partout. Okay, c'est le plus intelligent pour ces... Je pense que c'est le moins coûteux aussi. Là, okay. C'est le moins coûteux à long terme, mais dans le fond, la bouilloire, dans le fond, coûte vraiment cher. Donc, il faut que tu aies un bon volume pour arriver à la rentabiliser, ce qui n'est pas notre cas. Absolument. Puis tu fais bouillir l'eau dans quel but, en fait? Là, dans le fond, le but de faire bouillir l'eau, ça va être d'aseptiser, dans le fond, tout ce qu'on a, notre liquide. Et de pouvoir s'assurer que tout est clean, exactement. Et de pouvoir utiliser le houblon, dans le fond qu'on parlait tantôt, qui est un agent de conservation, mais qui est aussi l'amérisant de la bière. Puis qui dit bière de microbrasserie dit bière plus houblonnée que les bières commerciales. Okay. Donc c'est là que toute une autre facette de la micro rentre en jeu, parce que le houblon est très apprécié de notre clientèle. Ok, ça c'est quelque chose que je sais pas. Ça. Y a-tu, c'est vraiment ça que les gens... Ben là, la tendance c'est vraiment au IPA là, présentement. Là, les gens raffolent. Là, c'est soit des IPA avec une grosse amertume ou juste carrément le côté aromatique du houblon. Parce que là, c'est ce qui est à mode présentement, les houblons américains. Ben là, à cette heure, tout le monde en fait. Là, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment le côté tropical. Là. Les houblons peuvent aller chercher des arômes de pamplemousse, d'orange, de fruits de la passion, de pêche. Dans le fond, il y a plein de variétés de houblons. C'est ça, là. Ouais. Ah ouais. Ok, fait que tout le monde en fait pousser un peu partout. Il y a plein de sortes il y a plein de génétiques différentes de houblons. Puis... C'est ça. Puis on commence à incorporer le houblon justement à phase d'ébullition. Le houblon qu'on va mettre au départ, donc qui va bouillir pendant tout le processus, c'est ce qui va donner l'amertume à la bière. Ok, c'est ça, le goût amérisant. C'est ça. Le facteur amérisant. Le houblon qu'on va mettre plus à la fin, c'est lui va donner plus de l'arôme à la bière. Parce que dans le fond, dans le houblon, tu as la résine puis tu as des huiles. La résine, c'est en bouillant, c'est ça qui va donner l'amertume. L'huile, c'est ce qui est aromatique. Mais l'huile, c'est très volatile. Donc, en faisant bouillir, oui, ça va sentir super bon quand ça va bouillir, mais tout ce que tu sens, c'est en train de partir dans l'air. Exactement. Ce qui est dans tes narines, ça, c'est pas dans ta cuve. Exactement. C'est pour ça que si on veut une bière très aromatique, comme notre acéphale, mettons, là, ça va être vraiment tout le houblon, on va le mettre à la fin. Là. OK. Nice. Au complet, pour justement que les huiles aient le temps de se diluer dans la bière, mais qu'ils n'aient pas le temps de se volatiliser. Est-ce que c'est là que lorsqu'il y a des bières avec des arômes puis des saveurs, est-ce que c'est à cette étape-là que les gens vont ajouter, mettons, des saveurs autres, ouais. Oui et non. Okay, ça dépend vraiment de ce que tu ajoutes. Si tu ajoutes, mettons, des épices comme l'écorce d'orange, des graines de coriandre ou pour des bières automnales avec de la cannelle, du clou de girofle, des choses comme ça. Ben dans le fond, tout ingrédient que tu vas vouloir mettre dans un liquide chaud pour aller tirer ses saveurs, ça va être là. OK.
Mais quand on parle d'ajout de fruits ou de vanille ou de peu importe quel autre ingrédient, mais que tu veux pas faire bouillir, ben là, ça va être plus tard. Ok. Fait que c'est vraiment, tu le penses vraiment comme ça. C'est ce que tu as besoin d'extraire la saveur. Si tu le fais bouillir, sinon tu peux le mettre après, c'est pas grave. Puis ça vient sous forme de sirop. Comment ça fonctionne? Ben là, c'est un autre grand débat. Là, dans le fond, nous, vu qu'on est une petite brasserie qui brasse dans le fond pour le pub, là, ce qu'on a peut-être pas dit tantôt, mais on a aussi un volet de restauration avec c'est un resto pub, là, dans le fond. Ouais, exactement, à Belleuil, l'endroit où je parlais que j'avais fait des spectacles beaucoup, que j'aime bien aller. Là. Fait que oui. Ça fait que dans le fond, la brasserie, nous autres, brasse juste pour le pub. OK. Fait qu'on peut se permettre, on fait des bières aux fraises, ben là, on va acheter 120 kilos de fraises, puis on les écarte à la main, puis on les blende, puis on les met dedans. C'est vraiment le fun. Ben, l'idée est le fun. Écarter des fraises pendant 12 heures, moins le fun. T'es super partant, t'es comme, j'ai mes fraises. Tu sors ça de ton char, tu fais le stack, tu prends une belle petite photo Instagram d'Alex que vous voyez pas derrière la caméra. Puis après ça, t'es comme, ok. Let's go. Faut qu'on se mette au travail. Maintenant, le fun commence. Mais ça fait que nous autres à la brasserie, on prend juste des vrais fruits, mais les grosses brasseries de ce monde, ils vont pas équeuter un 53 pieds de fraises. Là, fait que eux autres vont prendre plus soit des concentrés, soit des purées, soit des sirops. Okay, c'est ce qui fait justement le côté le fun des bières de microbrasserie. C'est ce qui fait le côté artisanal dans le fond. C'est ça. C'est ce qui fait la beauté de ce marché-là qui explose de partout. Là. C'est ça, ok. C'est là que tu dois avoir ton trip pareil. Je sais que ça te fait chier quand t'es en train de ça te fait chier le jour même. Après ça, t'es content. Après ça, ta bière à sort, t'es comme ça. C'est des fraises que je c'est pas de la purée. C'est ça. On est allé chercher à la ferme locale à côté, puis tu sais, c'est toujours. Oui, mais j'avais une question, by the way, par rapport à ça, parce que j'ai posé des questions aux gens sur le Patreon du Carré de Sable. Et il y avait une question qui est revenue par rapport. Est-ce qu'ils font la production brassicole eux-mêmes? Sinon, comment fonctionne leur achat à la ferme? En fait, c'était ça la question de comment... les problèmes économiques agricoles se reflètent-ils dans la production de bière ou réussissent-ils à absorber les déficits avec la demande? Et comment on se positionne dans l'industrie avec les parts de marché des micros de plus en plus petites? C'est le gars qui m'a demandé ça. J'étais comme, je sais pas si c'est de quoi il parle, mais il avait l'air... J'ai dit ça, je veux leur demander ça. J'ai fait parfait. Ben, on n'a pas de ferme. Ok, parfait. Fait qu'on n'a pas de problème à la ferme. Ça, c'est bon. Mais on essaie d'encourager local quand même beaucoup. Fait que, tu sais, nos... C'est parce qu'il faut dire, je pense qu'ils nomment plusieurs enjeux en même temps. Là, non, c'est ça. Fait que mais tu sais, on fait pas pousser notre orge, on fait pas notre malt. Mais on essaie de prendre des produits québécois ou canadiens le plus possible. Tous nos fruits qui poussent au Québec, on les achète local au Québec. Parce qu'il faut dire, il y en a qui poussent juste pas au Québec. Puis ça, des non, fois, mais le monde c'est ça, chiale contre des fruits. T'es comme, on peut pas faire pousser ça ici. Là. C'est comme là, on a fait une bière sûre ananas mangue. Mais tu sais, ananas et mangue. Ananas mangue. Ok. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup d'ananas et de mangue qui poussent au Québec. Fait que là, on les fait venir. Mais sinon, tu sais, tout ce qui est fraise, rhubarbe, cassis, amelanche, pommes, on les achète toutes dans le fond, le plus près de la micro possible. Très nice. Ah, ça, c'est cool, ça. Puis, y a-tu des... Avez-vous des fantasmes de genre de... Tu vois des aliments, t'es comme un jour, je vais réussir à essayer de faire une bière avec ça. Là, je parle au dude qui s'est starté micro. Au dude, là, je parle, tu sais, aux passionnés là, de gens qui un jour, je vais avoir les moyens de mes ambitions, puis je vais essayer de faire celle-là, genre. Personnellement, je sens pas avoir ce rêve là. Moi, je regarde le trottoir, je fais du béton. Je me dis pas je vais faire une bière au béton, tu sais, mais ok. Mais je sais pas. Ben c'est parce que mettons un aliment qui est moindrement accessible à la bière, si jamais j'ai ce rêve là de faire une bière à ça, je vais le faire. C'est ça. Il n'y a aucun aliment qui est plus complexe à utiliser qu'un autre pour la production d'une bière dans le fond. C'était juste ça vraiment. Il y a des règles non écrites de choses que tu mets pas dedans, mais... OK. C'est quoi, mettons, les règles non écrites? Je suis curieux. Ben, mettons du beurre et peanut, tu mets pas ça dans la bière. OK, ça c'est bon. Je l'ai jamais essayé, mais quand tu lis des livres de bière, c'est marqué partout de pas faire ça. Fait que tu fais juste pas ça. OK, ça c'est correct. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des choses que... Tu sais, une règle non écrite, je veux dire, si tout le monde est d'accord qu'on fait pas ça, c'est cool, mais je veux dire, y a-tu des trucs que
certaines personnes font que t'es comme ça. Ouais, mais il y a des affaires trash qui sont passées dans le monde de la bière c'est sûr, ça demande sur la planète, là. C'est même pas au Québec, là, mais je sais pas à quel point on veut parler là de ça. Là. Ok, cool, parfait. On ira pas. C'est bon. J'étais dans la bouffe, là, mais... Fait que là, t'es rendu à faire bouillir avec l'amérisant, le houblon et tout ça. Une fois que c'est bouilli, combien de temps ça prend, ce qu'on avait dit ça? Ben, ça dépend. Le minimum, c'est 1 heure. Okay. Le minimum, c'est 1 heure, mais on peut prolonger ça. Donc, aller jusqu'à... Infini. Dans le fond, pendant que ça... Ben oui, puis non, dans le fond, c'est pendant l'ébullition... T'as une évaporation. Donc, si tu veux faire, mettons, une bière plus forte en alcool, ben, t'as différentes options qui s'offrent à toi. Soit que tu mets plus de céréales pour avoir un liquide plus concentré en sucre qui va faire une bière plus forte parce que tes levures vont manger plus de sucre par volume, donc plus d'alcool par volume. Mais si t'as fait bouillir pendant 2 jours, ben toute ton eau va être évaporée, fait que tu vas avoir de la mélasse qui va te faire une affaire ultra concentrée là. Fait que tu peux faire bouillir plus longtemps pour faire une concentration de saveur aussi. Concentration, puis aussi c'est le côté caramélisation aussi, que plus tu fais bouillir longtemps, ben plus le liquide se caramélise. Donc quand tu veux accentuer ce goût-là de caramélisation dans ta bière, ben là tu peux aller pour une ébullition de 2 heures ou 3 heures. Là. Ok, parfait. Après ça, on passe à... Après ça, on passe au refroidissement. Refroidissement. Okay. Ça, c'est juste pour refroidir. Ouais. Mais c'est là que souvent il y a le plus d'enjeux entre toi qui brassais dans ton appart puis une brasserie, puis c'est juste dans le fond l'efficacité du refroidissement. Là. Parce que le but c'est de le refroidir vraiment le plus rapidement possible. Pourquoi faut le faire vite? Parce que le houblon... Ben, dans le fond, c'est parce que tout ce qu'on a fait avant, là, c'est de créer l'environnement parfait pour que la levure se... Elle s'amuse. C'est ça. Fait que là, en refroidissant, toutes les levures sauvages, les bactéries qu'il y a dans l'air, sont susceptibles de tomber dans ton mou puis de contaminer. Fait que dans le fond, aussitôt que ça passe le refroidisseur, on est dans la zone à risque, là, carrément. Fait que c'est important de faire ça rapidement. Puis aussitôt que c'était dans ton fermenteur, ben, tu mets la levure en bonne quantité puis en bonne vitalité pour qu'elle prenne toute la place du mou puis qu'elle fasse sa job. Pour pas qu'il y ait d'autres puis aussi le fait que le houblon qu'on a fait bouillir, pendant qu'il bout, développe la résine puis l'huile que Charles parlait tantôt, qui sont des saveurs intéressantes. Mais entre comme 30 et 60 degrés Celsius, développe des tanins, des toxines qui sont comme néfastes pour la longévité de la bière et pas très agréables au goût. Ça fait que le but, c'est de jamais avoir notre liquide dans ce range-là, dans le fond. D'éviter ça pour pas justement extraire ça puis affecter ton goût. Exactement. Cool. Fait que ça, tout de suite, t'es dans le queue de fermentation. Exactement. Puis là, c'est parti pour une longue période, je pense. C'est là que c'est long? Oui, c'est sûr. Parce que là, tout ce qu'on a fait avant, c'est 6 heures, mettons, pour une batch. Puis là, après fermentation, c'est au moins 7 jours. OK. Des fois plus. Mais là, c'est ça. Ça va dépendre de la température de fermentation, du type de levure aussi. Parfait. OK, cool. Fait qu'on passe 7 jours dans la cuve. Et là, une fois que ça c'est fini, est-ce que l'alcool est complètement... Les levures ont toutes fait ce qu'il y avait à faire ou il y a une autre phase après? Es-tu prête à boire, en fait? Ouais, je vais être bien flat. Puis tablette. Chaude flat. Parfait, cool. Exact. Pourquoi? Flat tablette, c'est parfait. Ça. Mais dans le fond, c'est que dans le fermenteur, là, si on va mettre les levures vont manger le sucre, faire l'alcool. Ils vont dégager du CO2. Là, nous autres, on va rejeter ce CO2-là parce qu'on veut pas le garder parce que sinon notre cuve elle va juste exploser. Ça fait que dans le fond, on a comme un système pour la première fermentation, dans le fond, c'est ça. Tu veux le laisser sortir parce que sinon ça... Ouais, exactement. Là, dans le fond, tout ce qu'on va faire, c'est des tests de densité pour s'assurer, dans le fond, que le sucre se soit transformé en alcool. Dans le fond, le sucre, quand il est présent dans l'eau, ben, il est plus lourd que l'eau. Ça fait que, dans le fond, ça augmente la densité de ton liquide. La levure, elle va manger ce sucre-là, créer de l'alcool qui est plus léger que l'eau. Donc, ta densité va diminuer. Puis, avec la densité, dans le fond, on est capable de voir la progression de la levure dans ton liquide. Là. Exact. Un coup, dans le fond, que tu as atteint ta densité voulue, il n'y a plus rien qui bouge, tout est merveilleux, mais dans le fond, la levure, elle a fini de fermenter tous les sucres qu'il y avait dans ton liquide. Fait que là, dans le fond, on va
la laisser augmenter un peu en température là, pour faire un diacetyl rest là, en anglais. Là, mais, comment tu le dis, c'est? Diacétyl rest, un repos de diacétyl. En fait, dans le fond, ça va permettre justement, parce que dans le fond, la levure transforme le sucre en alcool et en CO2, mais aussi elle a des composantes à l'intérieur d'elle qu'elle va libérer dans la bière pendant qu'elle fait ça, puis qu'elle va être capable d'aller rechercher après. Le fameux diacétyl qui donne un goût de beurre de popcorn de cinéma. Donc, tu ne veux pas vraiment avoir dans ta bière. Pourquoi? Ça existe une bière au popcorn de cinéma? Il y en a qui... On start quelque chose, les gars. Il y en a qui le gardent. Il y en a qui le gardent volontairement parce que avec une bière caramélisée, du côté caramel au beurre, ça peut être intéressant. Mais c'est pas fou. Pour les amateurs de bière, ceux qui connaissent vraiment ça, ils savent que c'est un défaut. Fait que, en gros, identifié comme étant un défaut. Un expert en bière va dénoter ça pour faire ça devrait pas être présent. Mais c'est ça, mais tous les défauts peuvent être joués à ton avantage. Là, comme, tu l'entoures bien. Moi, c'est le fameux exemple de la Orval, une des bières disponibles à SAQ là, belge, qui, eux, vont laisser un défaut qui va goûter la pomme verte dedans. Donc, ils vont volontairement mettre moins de levure. Donc la levure va stresser, elle va développer ce fameux goût de pomme verte là, puis eux vont faire ça volontairement. Mais veux pas, quand tu fais une blonde, ben tu veux qu'elle goûte le moins de choses possible, puis c'est là que tu vas sentir les défauts. Fait que justement, c'est bien très nice d'enlever tout ça. Fait que là, on va la laisser remonter un peu en température. Là. Souvent, nous, on la laisse un genre de 24 heures là, ou 48 heures. Là. Puis après ça, on va la refroidir à le plus bas possible sans que ça gèle. Là, c'est tout un système de refroidissement. Là, mais, le but de tout ça, de cette étape-là, c'est dans le fond, toutes les particules en suspension, donc la levure ou n'importe quelle protéine quelconque qui pourrait être comme en suspension dans le liquide, naturellement en refroidissant va précipiter au fond. Ça fait que là, en faisant ça, c'est comme notre dernière filtration. Filtration naturelle par sédimentation. Est-ce que c'est ça qu'on... dire filtration. C'est... Sédimentation naturelle. Est-ce que c'est ça qu'on retrouve dans le fond de certaines bières, des fois des bouteilles, la lie? Exact. Mais ça, c'est une autre histoire, mais ouais. OK. Mais c'est exactement ce dépôt-là qu'on va faire dans le fermenteur. Parce que nous, on fait du baril principalement. Puis c'est de la gazéification dans le fond artificielle dans un baril parce qu'on veut pas justement ce dépôt-là dans le fond du baril. Dans le fond, le lit que tu parles dans le fond de la bouteille, c'est qu'ils vont, juste avant l'embouteillage, rajouter un peu de sucre puis s'assurer qu'il y a encore des levures dans ton liquide. Puis là, c'est la levure en mangeant ce petit sucre-là qui reste qui va créer le CO2 qui va gazéifier ta bière. Donc elle se gazéifie embouteillée. Naturellement, oui. Puis le dépôt, en fond, c'est le processus en tout petit dans la bouteille carrément juste avant d'embouteiller. Puis ça, c'est le fun parce que ça peut rajouter de la complexité à ta bière puis ça lui permet de vieillir généralement vraiment bien dans le temps. Souvent, les bières sur lit, c'est des bières que tu peux faire vieillir quelques années sont un peu sans autonomes, problème. Si on veut, en termes de donc j'appelle ça un écosystème, là, si on veut. De système fermé ils peuvent te faire plus longtemps. Mais nous, comme on fait du baril, ben là, tu veux pas qu'à chaque fois tu plugues un baril, il y a tout le temps genre l'expression le fond du baril, mais le fond du baril c'est le dessus. Là. Un baril ça tire du fond. Fait que, c'est niaiseux, mais j'avais jamais. Le principe d'un baril, c'est que tu vas chercher le fond dans le fond en premier, puis le liquide descend parce que sinon ça sert à rien de tirer par en haut. Tirer par en haut, tu vas tirer du gaz. C'est niaiseux, mais j'avais juste même pas. Mais là, ça ferait qu'à chaque fois qu'on pluguerait un baril, on aurait comme je sais pas là, un pouce de chemue qui viendrait bloquer toutes les lignes puis ce serait l'enfer dans le fond tout ton but c'est d'éliminer ça avant même de le mettre dans un baril comme ça, t'as pas de problème. Puis donc, mais par contre ce que tu dis c'est qu'il faut que tu gazéifies artificiellement à cause de ça. Exactement. Ça fait que là après qu'on les refroidit, la sédimentation s'est passée, ben là dans le fond on va aller soutirer juste le liquide en laissant tout le dépôt dans le fond au fond dans le fermenteur, puis on va amener ça dans une cuve de gazéification que là, on va injecter du CO2 directement dans la bière. OK. Puis ça se fait avec une genre de pierre avec plein
trous microscopiques. Là. Ok. Ça ressemble à une pierre d'aquarium là, qui va Ok. faire comme un champ de bulles. Puis on pousse le CO2 là-dedans, ça fait un champ de bulles dans la bière, puis avec le temps, ça... Très nice. Est-ce que il y a des... C'est niaiseux, mais est-ce qu'il y a différentes grosseurs de bulles? Est-ce que tu peux jouer avec ça, ton CO2? Tu peux-tu... tu sais, je sais pas comment l'expliquer. Mettons du champagne, on dirait que c'est des petites bulles, puis il y a des bières, on dirait que c'est... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Est-ce que oui, ça, je c'est comprends. un aspect que tu peux jouer avec? Tu peux jouer évidemment avec la force de gazification, mais au niveau des bulles, là, ça va vraiment dépendre de ta bière avant. Donc Ok. si tu as une bière vraiment légère, pas trop sucrée, on va avoir des grosses bulles, une mousse assez qui va partir rapidement avec des grosses bulles dans la mousse. Uh-huh. Tandis que si tu as une bière plus sucrée, plus dense, là ça va faire une Comme mousse bière plus noire. OK. plus crémeuse. Nice. Puis des bulles un peu plus petites, ouais. Nice, OK, c'est parfait. Ça Ouais, répond à ma ouais. question, ça. Fait que là, on a-tu fini le processus de... Ben là, dans le fond, un Ouais. coup qui est gazéifié, il faut la mettre en baril ou en quelconque contenant que tu voudrais. Ok, tu faire. la gazéifies avant de la mettre dans le baril. C'est Ouais, pas genre... exactement. Ok, cool. Ouais. Nice, ok. On a juste oublié une étape. Oui, vas-y, on va. Après la fermentation, avant de faire la sédimentation naturelle, c'est là qu'on peut décider d'ajouter les fruits. Nous, c'est là qu'on les rajoute. Ah, ok, Donc, à la fin oui. de la fermentation, Ouais. les fruits, comme qu'on a parlé, qu'on achète, on essaie le plus possible d'acheter frais, qu'on met en purée, qu'on va ajouter directement. Mais c'est aussi là qu'on peut décider d'ajouter d'autres houblons. Donc, on va parler du houblonnage à Mais les froid fruits frais, excuse-moi, mais les fruits, tu les ajoutes après avoir bouilli? après la fermentation. Dans le fermenteur à froid. là. Ouais, Ok, c'est ça. c'est ça. Fait Parce qu'il n'y a que- pas de risque de contaminant à ce moment-là. avec Ben, les fruits. les fruits, dans le fond, on va les pasteuriser. Dans le Ok, fond. c'est ça, c'était là ma question. Ouais. C'était comment tu prépares les fruits pour les mettre dans le... Ok, Exact. parfait. Tu les pasteurises. C'est Puis, en plus des pasteuriser, on va toujours essayer de les ajouter avant que la fermentation soit finie. Ok. Comme ça, ton milieu de ton fermenteur, dans le fond, il y a déjà de la levure active partout dedans. Donc, il n'y a pas comme une bactérie sauvage qui pourrait prendre le dessus parce que c'est déjà un milieu genre drôlement aride pour une petite bactérie de fruits. C'est Ok. ça. Elle aura Fait que pas- pauvre petite bactérie. Elle n'aura pas le temps, non. Elle n'aura pas de place. Trop de compétition pour ça. Très nice. Hey, c'est fascinant, c'est Ouais. super intéressant. Merci tellement de faire ça. Je suis vraiment, vraiment content qu'on fasse ça. J'ai envie, en terminant, d'amorcer, parce que là, on a fait le processus au complet, Ouais. des questions fréquentes que vous faites poser, puis de faire en rafale plein de questions comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, avant que je fasse ça, que vous avez envie de mentionner par rapport au processus, quelque chose que vous avez envie de... Une information que vous avez envie de transmettre, démystifier, quelque chose que vous... Je peux vous poser des questions, ça se peut que ça te pop pendant, là, fait qu'hésitez Ouais. pas. Mais mon but, c'est que les passionnés puissent transmettre des connaissances à du monde qui magasinent de la bière, qui aiment la bière, pour savoir quand tu goûtes ça, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, fais pas ça. Il y a des trucs qu'on devrait pas faire. Mon but, c'est juste de s'amuser à faire ça puis que ce soit le plus utile possible pour tout le monde. C'est ça que j'aime faire. Question fréquente. À quel point le nettoyage et assainissement est une partie de la job en termes de proportion de... C'est clairement... Tout a ri, là. c'est clairement une très grosse partie de la job. Là. Tu sais, C'est souvent souvent qu'on quand le botchait ça le monde... plus là, quand on Ouais, faisait mais ça, souvent mais- quand le monde parle de brasser de la bière, tu sais, ils sont comme ah ouais, on brasse, le fun, c'est trippant. Mais tu sais, c'est, je sais pas, c'est 30% de la job brassée. Là, tu sais, ultimement, c'est bien plus de nettoyage puis d'assainissement que de travail de recette en tant que Ouais, tel. là. C'est de la préparation. Et ça, est-ce que c'est vous qui le faites ou vous avez Ouais. des employés qui vous tapez ça, Oh. vous mettez les mains Oh, dedans? C'est là qu'on te donne un Parce plot, que dans le genre. fond, tu sais, comme je disais tantôt, le travail de brasseur, c'est vraiment de faire un milieu où est-ce que la prolifération de bactéries puis de levure se fait le mieux possible. Donc, on prépare vraiment un milieu adéquat. Ben, c'est ça. Donc, tout ce que la bière va toucher doit être lavé, rincé, aseptisé. Donc, c'est Tu veux pas botcher ça, c'est- tu vas payer le prix quand ton cœur va Exactement, briser à la fin, c'est quand ça. il y a quelque chose que... c'est- Ah ben, tu sais, il y a rien de pire que d'arriver à brasser une batch puis finalement t'es comme ah ben, on a mal nettoyé, t'es infecté, on la met dans le drain. Là, tu sais. Ah, Exact. Heureusement, Puis je pense pas que c'est une choix. Non. Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment de A à Z. Là. Tu sais, ta bière peut être bonne tout le long du processus, puis
Là, tu la mets dans un keg qui a mal été lavé, puis man. c'est fini. Là. Ok. Fait que c'est beaucoup de. Ok. Ouais. La bière la plus difficile à brasser. C'est la Coors Light. À cause des montagnes? Non. Non, mais je mets ça en exemple. Là. Mais non, ça. C'est un gag que tu faisais. Pourquoi? Pas du tout. Ok, c'est non. intéressant. Faire une bière qui a pas de goût, c'est la bière la plus difficile à faire. C'est sans blague. Non, mais c'est pas péjoratif, je dis pas ça. Parce je comprends ce que tu veux dire. Je parlais de défauts tantôt. Ouais. C'est ça. Donc, si t'as un petit défaut dans une noire IPA qui goûte le torréfié, le caramel, le houblon, c'est amer, c'est tout. Le défaut, il va passer au travers. Tandis que si tu fais une bière légère, blonde, qui goûte pas grand-chose, si t'as un petit défaut, c'est sûr que ça va paraître dans ta bière. Ok, fait que c'est vraiment difficile c'est pour ça que c'est la blonde. La blonde, pour moi, c'est la plus difficile à brasser. Pascal, je sais pas. Ben, j'allais faire un bémol sur les New England IPA, là, un New style, England c'est style bien à la mode ces temps-ci. Là, okay. Qu'est-ce qui te différencie? En fond, c'est une IPA, donc c'est une bière encore blond qui est plutôt houblonnée, mais là, dans le fond, au lieu d'avoir les houblons en amérisant, là, qui vont faire le goût amer / résine de pain, là, ben là, ça va être 100% aromatique. Donc là, ça va être vraiment comme du gros jus de fruits, dans le fond, même s'il n'y a pas de fruits. Puis, cette bière-là, elle se veut trop. En fait, c'est ça que je suis en train de boire. Là. Ouais, ok, cool. Je plie mon verre, t'as volé mon verre. Je bois dans ton verre. Mais non, mais ça, mais dans le fond, c'est que c'est une bière qu'on veut trouble. Puis qui est ultra aromatique. Qui est. Une grosse quantité de doublons. Ouais, puis c'est elle qui a le plus de paramètres qu'on joue avec, dans le fond. Okay. On parlait de tous les paramètres qu'on peut toucher. Là. Ouais. Elle est quand même quelque chose à brasser. Ouais. C'est une qu'il faut absolument qu'on soit comme là tout le temps parce qu'on touche à tout. Est-ce que quand tu brasses, quand tu abordes une bière comme ça, est-ce que tu pars d'une recette, tu crées une recette, comment ça fonctionne? Qui va réfléchir à la bière et où ça existe, tu peux avoir accès à ça et acheter ou savoir que ça prend ça et ça et ça. Il est où le jeu pour faire cette bière-là, ça prend ça, puis moi, ma twist à moi, je la mets là, tu sais, mettons. Là. Ben, la bière, ça prend ça, tu sais. C'est connu, là. Okay. Tu veux brasser une bière rousse, t'as chat renseigné, là, tu peux trouver l'information n'importe où. De là, en faire ton produit, ben là, c'est sûr qu'il faut que tu tweak, dans le fond, j'aime pas dire la recette de base, parce qu'il n'y a pas vraiment de recette de base. Mais il y a une façon de la réfléchir, un peu, de l'aborder. En sachant, dans le fond, qu'est-ce que tu recherches à aller, au final, avoir comme truc. Là, tu regardes ton processus, tu fais comment je peux me rendre là avec mes outils, un peu. Mais New England IPA, comme tu nommais là, toi, tu dis, OK, on en fait une. Comment sais-tu comment faire ça de base? Ou toi, c'est-tu quelque chose que là, c'est sûr que nous autres, on travaille là-dedans 40 heures semaine. Là. C'est sûr que... Ma question, c'est là, sûr, pour nous, c'est peut-être un peu plus facile de savoir quoi mettre dedans. Mais tu l'as appris où, ça? C'est juste ça ma question. Par rapport à cette recette-là précise. T'as-tu juste fait comme, ben ça goûte ça, tu t'en achètes d'autres, tu y goûtes, t'essaies de reproduire. On prend le principe à l'envers. On veut qu'elle goûte ça. Fait qu'on dit, OK, ben qu'est-ce que ça prend pour qu'elle goûte ça? Ah, ben là, ça va prendre telle sorte de malt. C'est ça, fait que vous réfléchissez comme ça, c'est comme une espèce de backward engineering. C'est comme du reverse engineering. C'est ça, excuse-moi, ouais. Sans le labo en arrière. Exactement. Ok, cool, parfait. C'était ça que mais sinon, pour connaître les ingrédients, moi, dans le temps que je brassais chez moi, j'ai vraiment fait là, pendant 2 ans, j'essaie de comprendre mes ingrédients. Okay. Donc là, je prenais un malt pâle de base, une seule sorte doublon. Je brassais ce qui s'appelle les smash, là. Okay. Single malt and single hop. Okay. Fait que là, au final, j'avais exactement le profil amérisant et le profil aromatique de ce houblon-là. Donc là, j'ai fait ça avec une 20aine de houblons différents. Puis après, j'ai fait le contraire, mais avec le malt. Donc là, pour les malts de base, là, tu prends un houblon très discret, une levure très discrète.
Puis là, tu fais ça avec toutes les maltes, un après ça de l'autre. Fait que ça a été 2 ans de bière plate, là, on va se le dire, mais vraiment instructif. Là. C'est que là, après, quand tu dis, ah ben là, je veux ce goût-là, ben, ah oui, c'était telle bière, c'était tel houblon, c'était tel malt, telle texture. Puis... C'est vraiment là que, comme vous disiez, l'expérience, ça... c'est là. là. Puis il n'y a rien qui remplace l'expérience. Nous, on achète une nouvelle sorte de céréales qu'on n'a jamais utilisée, mais la première fois que tu fais, c'est que tu en prends un petit goût. Ouais. Puis on est capable de. En y goûtant, de s'imaginer ce que ça va goûter dans la bière. C'est ça, voir le profil que ça va amener en goûtant les caractéristiques. Même chose pour le houblon. Là, c'est hot pareil de pouvoir. Pour ceux qui ont déjà brassé de la bière, manger du houblon, là, c'est franchement dégueu, là, mais t'as pas le choix. Ok. Faut que tu saches avec quoi tu travailles. Exactement. On a ça une nouvelle qui sorte de houblon, ben on y goûte. Là, puis, non, tu vas peut-être pas l'avaler, là, mais il faut quand même que tu saches, genre, si tu ultra amer, si tu floral, si tu. Faut que tu saches avec quoi tu travailles. Faut que tu saches que ça goûte, fait que tu y goûtes. Là. Ok. Nice. Comment on peut réussir à avoir une bière sûre et une autre extra amère? Ben, l'extra amer, on l'a couvert. Dans le fond, c'est le houblon. Fait que dans le fond, si tu veux de quoi de ultra amer, ben, tu fais bouillir plus de houblon plus longtemps. Parfait. Une bière sûre? Une bière sûre, ben là, c'est un autre processus qu'on n'a pas couvert. Qui va être de faire surir la bière. OK. Ça se fait de différentes façons. Il y a comme trois grandes façons de faire ça. Tu peux... À quelle étape ça se passe? C'est au choix. OK. Ouais. C'est quelque chose qui souvent, va rester... entre l'empâtage puis l'ébullition. Ouais. Ah oui, puis ça peut se faire en fermentation. Ouais, c'est ça. Dans le fond, à chaque étape, tu peux le faire. Ça dépend laquelle que tu choisis de faire surir. C'est soit que, tu sais, on parlait tantôt de l'empâtage, ta céréale qui trempe dans ton grain. Ben, tu peux la laisser là pendant 24 heures. Puis tu peux rajouter aussi des grains qui sont déjà acides, dans le fond. Là. Mais là, ce qui va se passer, c'est que les bactéries lactiques sont naturellement dans pas mal tout. Là. Ben, ils vont prendre le dessus, puis ton mou, dans le fond, il va surir. Puis là, c'est une question de regarder le pH, puis de l'arrêter au bon moment. Sinon, tu peux le faire en bouilloire. Tu fais l'empâtage qu'on parlait. Tu prends ton liquide sucré. Ouais. Tu le mets dans ta bouilloire, mais avant de le faire bouillir, on va rajouter dans le fond des lactobacilles là, qui sont... C'est des bactéries acidifiantes dans le fond. Là. OK. Qui viennent toutes du pour que c'est le même truc que tu retrouves dans le lait. C'est c'est comme c'est un autre sucre. Quand tu ouvres ton yogourt, le petit liquide sur le top, là, ben c'est ça. C'est-tu du lactocéram? C'est ça? L'espèce de petite... Lactobacille. Lactobacille, excuse-moi. Sinon, les probiotiques, c'est ça. OK, cool. Il y en a vraiment partout. Fait que ça donne des bières sûres. Ouais. Fait que là, tu peux mettre ça juste avant de faire bouillir. Là, tu gardes ça à une température adéquate pour tes lactos. Puis là, tu peux le faire surir. Puis l'avantage que tu as de le faire cette étape-là, c'est que, dans le fond, tu regardes ton pH en continu pour essayer. Ben, tu peux le descendre quasiment autant que tu veux. Là, plus qu'il descend, plus que c'est acide. Mais là, dans le fond, dès que tu pars tes éléments puis que tu pars ta bouilloire, ben, il meurt tout. Fait que tu peux vraiment l'arrêter. Dans le fond, tu as un peu plus de contrôle quand tu le fais là. Exact. Tu peux les stocker, c'est beau, c'est assez. On passe ça. Puis, le surir dans la cuve d'ébullition, ben, dans la cuve avec juste un liquide, c'est vraiment celle-là que tu as le plus de contrôle. Là. Ok, nice. Très nice. Mais tu as moins de complexité dans ton sourness que si tu le fais avec ton grain. Ok, ça c'est intéressant par exemple. Ça, c'est ça. Il y en a un, tu as tellement de contrôle que ça va te donner un goût qui est plus précis, mais qui est moins complexe. C'est cœur. Puis sinon, la troisième façon de faire surir les bières, c'est avec des fermentations secondaires, avec des levures sauvages. Dans le fond, un mélange de Brettanomyces, Pedioculus, puis Lactobacilles, justement, mais là, en fin de fermentation. Donc là, tu rajoutes ce mélange de bébites-là qui, eux, vont acidifier la bière. Puis là, ça va donner des bières vraiment complexes avec des goûts que pas tout le monde aime. Là, son associé arrête pas de comparer au jus de poubelle. Là. Mais c'est vrai, là, c'est un genre ça va donner des goûts là, de cuir animal, de foin, de sous-bois.
personnellement, j'adore. Là. Brune des Flandres, rouge des Flandres, c'est tous des styles où est-ce qu'il y a des fermentations C'est secondaires. la beauté de la bière, justement. C'est qu'il y en a Ouais. tellement qu'il y en a pour tout le monde. Là. En terminant aussi, il y a une question. Ben, il y avait aussi IBU. C'est quoi exactement? Comment ça se calcule? IBU. IBU, c'est International Bitterness Unit. OK. Fait que c'est l'indice d'amertume International. international. OK. Ah, Fait ouais. que ça, c'est une donnée qui se. Mais- On a, bien... hey, on c'est a ça. vraiment bien fait ça. Indice, moi j'ai dit amertume, puis toi t'as dit international. On est une super équipe, les Belle équipe. Honnêtement, il y a comme un calcul théorique. OK. Avoir le chiffre précis testé, OK. c'est. Je veux pas dire impossible, là, parce Mais que c'est ça a l'air qu'il y en a qui sont capables de l'avoir, mais Ben, c'est compliqué. ça se. Ben, il n'y a pas personne dans une brasserie qui est capable de calculer, qui est capable de le tester. Tu peux l'envoyer en labo, puis ils vont te sortir le IBU, mais dépendamment tu l'envoies à quel labo, ça ne te ramène pas le même chiffre. OK. Fait que Ah ouais. tu sais, ça te donne une idée de la précision. Là. C'est ça. OK. Fait que l'IBU, c'est souvent théorique. C'est comme, bon, j'ai un houblon avec tant de pourcentage de résine qui a bouilli pendant tant de temps, donc j'ai ça fois ça égale le nombre d'IBU. OK. Malade. Et en terminant, il y a des questions de Félix Boudreau. Il y a des questions à poser. Puis après ça, je vais vous demander de Salut Félix. parler de vous. Salut Félix. Salut Yannick aussi et Gab qui ont posé des questions. Comment on peut expliquer les prix en général d'une bière versus une autre? Ben là, la production, évidemment. Ouais, ben, et toutes les étapes. C'est les Ouais. ingrédients que tu utilises dans le fond. Là, la variation de prix selon les ingrédients est vraiment violente. Le temps de fermentation. ouais. Je parlais de fermentation mixte, fermentation secondaire. Ouais. Ça, c'est des levures qui vont prendre 6 mois à 1 an pour travailler. Fait que là, si tu dis que tu as un fermenteur que tu peux pas utiliser pendant 1 an, ben là, à la viens fin, de- la bière, va falloir qu'elle la vende plus cher. Ah, ben oui, tu viens de couper ta. Ok, cool. Qu'est-ce que vous pensez de la saturation des marchés? Je sais même pas si c'est quelque chose. Je suis pas d'accord. Ok, cool. Non. Donc, ça, c'est un enjeu, c'est quelque chose qui est Ouais. discuté. Ben- Est-ce qu'on dit que les marchés sont saturés? C'est quoi? C'est comme. Il y en a beaucoup qui le disent. Ok. Ben, en fait, c'est juste en faisant des comparatifs, on se rend compte qu'on est loin d'avoir une saturation dans le marché. Ok. Oui, le marché a quintuplé dans les 15 dernières années. Donc, le marché de la micro est à 2%. Ok. Il y a 10-15 ans. On est rendu à 10%. Mais si on se compare aux États-Unis ou en Europe, eux, c'est 50-50. Ah, Fait qu'on ouais. pourrait encore faire Ouais. x5. Ok, fait qu'on est en retard, là. Ah ouais. Ok, Ouais, ok. ben ça, je disais tantôt qu'on était en Ouais. retard au Québec. Là, Ouais, mais, on est en retard, là, on est en vraiment, retard, là, à peu c'est- près. Ouais. Puis dans le fond, la seule différence, c'est que là, oui, quand on regarde tu sais, les tablettes d'épicerie, tu regardes le coin micro, puis t'es comme, wow, il y en a bien gros. Mais là, c'est juste parce que présentement, tu t'en vas à l'épicerie à côté de chez vous, puis t'as toutes les bières quasiment, à quelques exceptions près, là, genre, mais du Québec au complet. Ouais. Mais plus qu'il y en a, tout ce que ça va changer, c'est que le monde ne se distribueront plus partout au Québec, ils vont rester un peu plus dans leur région, puis le monde vont acheter un peu plus des produits locaux, mais il y a encore de la place en masse. Ah oui, ok, cool. Très nice. Qu'est-ce que vous pensez des tendances et des modes? Exemple, NEIPA. Ça doit être- New England IPA. Ouais, ça qu'on Ah, c'est parlait ça, parfait, tantôt. c'est beau, excusez. C'est ça, j'étais comme, c'est quoi ça? Sur milkshake et des mix pas possibles, genre Ghost Stout sur Camerise Bacon. J'ai aucune idée. Ouais. Je sais pas c'est quoi ça. Une Tu sais, ghost- Ghost Stout, c'est comme, ah, ouais, nice, Camerise. Ah, ok, bacon. Ouf. Mais, ouais, Ouais, c'est mais ça dépend. Tu sais, veux pas, tu C'est sais. bien fait. Ben, c'est ça. Tous les C'est bien styles peuvent bien se faire. Puis si ça devient une tendance, parce que en bout de ligne, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment ça. Tu sais, puis, je suis d'accord que. Mettons, justement, on parle de la Gauze, là. Tu sais, une Mhm. Gauze, une bière sûre salée. Ok. Tu sais, tu Ouais. penses à ça d'un point de vue externe, t'es comme, ouais, c'est weird un peu. Mais goody, tu sais. C'est ça. Parce que, tu sais, même des bières blondes au café. Ouais. Ah, ben oui, j'avoue. Ouais, des bières blanches qui goûtent la D'habitude, noire. Ouais, C'est ça, tu sais, c'est c'est plus que des tu, noirs avec tu le regardes ça, café pis t'es comme, mais là-dessus. ça a pas de sens, c'est bien trop éclaté, mais c'est bon. Mais si ça marche, c'est ça. Ouais. Si ce que ça te fait vivre puis toi t'aimes ça. Fait que, tu sais, j'ai rien contre les tendances. Là, c'est sûr qu'on est on est un peu dans une spirale infernale de nouveautés, là. Tu sais, des le marchés, là, ouais. Tu sais, tout le monde cherche la nouveauté partout, J'ai vu une mais... bière au coconut, j'ai vu des affaires de. Tu sais, Mhm. vraiment. c'est là, ça, faut juste pas que
l'innovation, si on veut, empiète sa qualité. Absolument. Ouais. C'est une très belle façon de le dire. De ne pas négliger la qualité du produit Exact. au profit d'essayer d'en vendre. Puis Exact. C'est ça. Si tu fais un produit éclaté, mais que tu le vends parce qu'il est bon, j'ai rien contre ça. Si tu fais un produit éclaté, mais ton but c'est rien de le vendre parce que c'est nouveau, puis personne, tout le monde est comme tout le wow, monde c'est achète quoi ça, ça? ouais. Puis là tout le monde l'achète. Mais dans le fond c'est un one-shot deal, puis dans le fond tu goûtes à ça, t'es comme c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave, ils ont tout vendu. Mais ça j'aime moins ça. C'est cheap. Là. Ouais, c'est juste, c'est ça. c'est pas respecter le produit, c'est juste viser le marché. Exactement. En terminant, j'aimerais ça que vous preniez un petit moment pour présenter les bières que vous avez amenées. Pour m'en parler. En parler en fait aux gens. Juste présenter toutes les bières que vous avez avec vous parce que je trouve ça le fun de faire ça. D'aller passer comme 1 heure à nous expliquer comment ça fonctionne. Vraiment, j'espère que vous avez aimé ça. Vous étiez écœurants, j'ai adoré ça. Merci, mais en fait, on pourrait finir par le commencement, mais genre juste présenter la compagnie un peu. Dans le fond, on en a comme pas parlé. Dans le fond, on est Brasseur du Moulin. On est un brew pub à Belleuil, sur le bord de l'eau, sur le bord du Richelieu. Un endroit bucolique, là, c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a des terrasses qui donnent sur l'eau, sur le mont Saint-Hilaire. Tu peux venir en vélo, en auto, tu peux venir en bateau, on a des quais. Pour être allé souvent, là, c'est sur le bord de l'eau, c'est écœurant. La terrasse est magique. Fait en plus du spot, puis de la vue, puis tout, dans le fond, on a de l'excellente bière. Là, que vous savez vraiment comment brasser. Vous savez qu'ils savent ce qu'ils font, là, c'est assez clair. Fait que là, ok. Non, mais j'ai vraiment envie. Là, c'est on le amené... moment où on plug. Là, on plug les produits, plug puis vous m'en parlez, puis vous... Tu sais, ça, c'est vos bébés, là. Fait que je veux que tu fasses comme, OK... On a amené des bières, c'était juste un échantillon. On prévoyait de les laisser, finalement, tu le bois pas. Ben, désolé, ça me fait plaisir mais... d'en faire bénéficier des avis, là. Ça. Moi, je bois pas, mais les autres boivent, là. Fait que ça, dans le fond, c'est nos bières en canette. Sont disponibles dans toutes les bonnes épiceries et marchés. Yes. Mais comme ça, on fait vraiment une faux pub. Ouais, c'est vrai ça. Mais pour vrai. Dans le fond, on a la Chiniquy au bout. On va commencer par les... par ceux que j'ai la main, là. Ouais, vas-y. Ça, c'est une Indian Black Lager. Indian. Fait que là, parlant India de Black style Lager. qui n'existe pas vraiment, ça en fait partie. Là. OK, dans le fond, c'est une Black IPA, mais avec une Lover Lager plutôt qu'une Lover L. Là, on n'a pas couvert ça, là, mais c'est pas grave. Ça va la rendre un peu plus sec, puis les goûts vont être plus francs. Ça va être moins en rondeur, plus en franchise. Je pense que ça se dit. Mais dans le fond, c'est excellent. Si t'aimes les bières houblonnées puis que t'aimes les noirs, là, t'achètes ça. C'est un tu te trompes pas. Trafalgar ici, c'est notre IPA américaine. Ça, c'est plus style classique IPA amer, sans être dans une bombe de fruits tropicales. C'est plus un équilibre entre le côté fruité, résineux, un peu épicé, mais quand même bien équilibré avec une bonne base maltée. Très nice. En général, chez Brasseurs du Moulin, on fait plus des bières qui vont plus vers l'équilibre que vers l'éclatement. OK. Ça fait que, tu sais, justement, notre IPA, notre but, c'est pas d'arracher la papille du monde. C'est d'avoir quelque chose de bon qu'ils vont vouloir reboire. Là. Ça fait que... Fait qu'on est tout en plus dans le côté équilibré. Il y a pas peur, là, c'est pas... Non, exactement. OK. Jenny? Ouais, la Jenny, c'est notre petite nouvelle. Dans le fond, c'est une sour... Celle-là est ananas mangue, mais dans le fond, je peux enlever le collant. Ah non, je peux pas enlever le collant, laissez faire. Mangue et ananas, ah oui, nice. Ouais, ça dans le fond, c'est une bière sûre, donc elle est dorée. T'en as ça encore dans ton verre? Ouais. Yeah. Fait que c'est une bière sûre, là. Fruité, là, on sent bien l'ananas, la mangue plus discret, mais ça vient donner une belle rondeur en finale. That's it, les amateurs de sûr. Et ça, c'est la Acéphale. Acéphale, la fameuse New England IPA, là, ben à mode. Ça, c'est inspiré de ce qui se fait au nord-est des États-Unis, donc dans la Nouvelle-Angleterre. C'est des IPA super aromatiques, très peu amères, belle texture crémeuse, une couleur assez opaque. Puis là, on est dans les fruits tropicaux. Là. C'est majoritairement pamplemousse, orange, avec un peu de fruits de la passion. Très nice. Ben, tu parlais de questions que le monde pose. Là, sont comme, mettez-vous du jus de fruits, mais non. C'est juste vraiment les houblons qui sont utilisés
tellement dans le spectre aromatique que t'as l'impression qu'il y a du jus de fruits dedans, mais dans le fond, il n'y a aucun fruit. C'est la beauté du processus. ouais. C'est la beauté de ce que vous avez expliqué pendant Ouais. bien pendant tout l'épisode, justement, c'est d'aller chercher ça, puis ça donne des produits de même. Allez encourager, allez acheter, allez au Brasseur du Moulin, sur place, allez manger là, allez prendre une bière, acheter des produits. Honnêtement, merci beaucoup, les gars. Pascal, Charles, ça a été un réel plaisir. Vous avez expliqué ça. J'espère que vous avez eu du fun. Oubliez pas de liker le Likez. carré de sable, c'est genre ici, Ça doit subscribe. être là, Ouais. ça doit être dans le coin ici. C'est partout. Bord, je sais pas où chier, là. Tu vas faire un montage d'un subscribe qui se promène. Et la page des Brasseurs du Moulin aussi. Ouais, Ah, aussi. Et, aussi. allez liker. Ouais. Vous voyez quelque chose, likez. C'est ça qu'il faut retenir. Likez. Merci beaucoup, les gars. C'était super toi. intéressant. Puis, Génial. vive Brasseurs du Moulin. Yeah. Merci. Paradise. Curieux Rivard. It's done! It's a wrap! Bravo, les gars. Avez-vous aimé ça? Ouais, c'était cool. Finalement, c'est vraiment cool.